Bonjour à toutes et à tous. Vous avez certainement entendu parler du GIEC qui nous alerte régulièrement sur l'état climatique de notre planète. Mais c'est qui exactement le GIEC? C'est quoi? Ça marche comment? Et surtout, quels sont les résultats de son dernier rapport? Et surtout, quelles sont les solutions possibles aujourd'hui pour le climat? Eh bien, ce sont toutes ces questions que nous allons essayer de répondre tout de suite avec nos invités. C'est parti! Voilà, et pour répondre à nos questions, il y a de l'ambiance, hein, Valérie Masson-Delmotte, et vous êtes très sollicité, c'est normal, c'est la fête de la science. On est ravis de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CEA, vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Paris-Saclay, vous êtes physicienne, climatologue, plus exactement paléoclimatologue. Ça veut dire quoi? C'est quoi la paléoclimatologie? En fait, c'est tout simplement l'étude des variations passées du climat. Et on connaît le climat par des observations directes, au sol, depuis l'espace maintenant. Oui. Mais pour remonter plus loin, avant le début de ces réseaux d'observation, on utilise toutes les archives naturelles possibles et aussi parfois des sources historiques. Et c'est ça la paléoclimatologie. Et en connaissant le climat du passé, ça permet de mieux comprendre celui d'aujourd'hui et d'anticiper, ou comment on dit, sur celui de l'avenir? Ça permet de situer les changements actuels dans le temps long et mesurer à quel point la situation actuelle est inédite, ne serait-ce que par la vitesse d'augmentation et les niveaux atteints pour les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui sont une rupture sur plusieurs millions d'années. Oui. Donc ça permet de mesurer l'influence humaine à l'échelle planétaire, ou bien le réchauffement actuel qui est inédit depuis plus de 2000 ans, ou la montée du niveau de la mer, ou le recul des glaciers. Donc ça, c'est juste situer ce qui change actuellement dans le temps long. Donc c'est quelque chose d'inédit. Moi, je parle de rupture. Oui. Et puis après, moi, je vois les climats passés comme autant d'expériences naturelles sur le climat de la Terre. Donc le Soleil, la trajectoire de la Terre change graduellement autour du Soleil. Ça répartit différemment l'ensoleillement. En fait, c'est le moteur des grandes glaciations. Oui. Et quand le climat y réagit, les processus amplificateurs qui se mettent à l'œuvre, c'est les mêmes qui agissent aujourd'hui. Donc étudier les climats passés, c'est comme des expériences naturelles sur le climat de la Terre qui nous permettent de comprendre la manière dont le climat réagit à tout type de perturbations. Oui. Et puis, parfois, c'est aussi extrêmement important par rapport à des évolutions futures, notamment, par exemple, ce qu'on apprend des périodes chaudes passées sur le devenir du Groenland, de l'Antarctique, au bout de plusieurs milliers d'années de phases chaudes passées. Et ça nous apprend des choses aussi sur la montée du niveau de la mer à venir. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure avec une partie de votre équipe qui va nous rejoindre sur le plateau. Alors bien sûr, vous êtes coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC depuis 2015. Alors le GIEC, c'est un nom, ou plutôt un acronyme dont on entend beaucoup parler dans l'actualité, mais sait-on vraiment de quoi il s'agit? Eh bien, on a tendu le micro à nos concitoyens pour savoir s'ils avaient une idée de ce qu'était le GIEC. C'est le mot mystère de cette émission. Écoutez. Ça me dit quelque chose, le GIEC. Non, pas du tout. Non, on ne connaît pas. Ça me parle pas du tout. Non, aucune idée. Non, un GIEC, non. Alors, groupe d'information, il y a climat et le E. Il y a le E, j'ai pas. Groupement d'intérêt économique et commercial, non, c'est ça? Le groupement international d'études du climat. Je sais qu'ils ont des rapports réguliers qui sont plus ou moins suivis des faits concrets. Les rapports sur le climat, on en a entendu parler, oui. J'en ai entendu parler vite fait via les réseaux sociaux, mais je ne suis pas allée creuser plus loin que ça. Je ne sais pas si c'est au niveau mondial ou européen, je ne sais pas du tout, non, ça c'est vrai. C'est des experts du monde entier qui émettent des avis sur l'évolution du climat. Alors, des rapports, il y en a régulièrement, mais depuis très longtemps, ils alertent sur les dangers du risque de l'évolution du climat. Le réchauffement à plus de 1,5 degré en moyenne, qui risque d'être à 2 ou plus, et toutes les conséquences à la fois sur la faune, la flore, et puis la vie des humains, enfin, l'impact
sur les températures, sur l'habitat, sur le cadre de vie, beaucoup de choses en fait, et qui se manifestent dès à présent depuis un certain temps. Ah, c'est un peu irrégulier, mais il y en a qui sont super au point, hein, et d'autres un peu moins. Il reste un petit peu de travail. Bon, le GIEC, ça veut dire quoi? Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et en Ouais. fait, le GIEC, c'est donc les représentants de tous les pays qui définissent des thèmes à aborder pour lesquels ils demandent de faire un point sur l'état des connaissances à partir des publications scientifiques, techniques, socio-économiques, sur le fonctionnement du climat, sur les changements actuels, sur les impacts et les risques, et sur les solutions qui existent pour s'adapter à un climat qui change et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc le GIEC, c'est par exemple, pour ce résumé là, celui de l'été 2021, sur Oui. l'état du climat et son évolution future, 234 chercheuses et chercheurs de 65 pays, Oui. 600 contributeurs, presque 2000 relecteurs, qui s'appuient sur les éléments probants de 14 000 publications scientifiques, qui font un pavé de 2400 pages et un résumé pour les décideurs d'une vingtaine de pages. Qu'est-ce que vous êtes efficace dans la pédagogie? Vous précédez toutes mes questions, je n'ai plus rien à vous poser. Si, j'en ai plein. Il faut bien préciser une chose, c'est pas un groupe de chercheurs. Là, il y a des chercheurs dans le GIEC, mais ils ne font pas des études spécifiques, vous venez de le dire. Ils, comment contrôlent, vérifient... Ils examinent de manière critique. De manière critique, de manière objective. Je crois qu'il est écrit sans parti pris. Ça fait partie, ça c'est important, des publications scientifiques qui peuvent nous être utiles pour comprendre l'évolution du climat, les solutions aussi qui se présentent. Alors en fait, le GIEC, il s'appuie sur les travaux de recherche qui sont faits partout dans le monde, en France comme ailleurs. Et c'est ce progrès des connaissances, en réalité, qui nourrit les rapports du GIEC. Mais on n'écrit pas un livre de cours ou une encyclopédie. On évalue les éléments qui sont importants, factuels, de manière rigoureuse et objective, et qui peuvent être pertinents pour éclairer des choix. Mais le GIEC ne fait pas non plus de recommandations. Par exemple, pour chaque option d'action possible, il mesure son potentiel, ses limites, ses effets positifs annexes ou Ouais. indésirables, et il le transcrit de manière très claire. D'accord. On va parler encore un petit peu du GIEC. C'est important quand même de voir comment vous travaillez, parce que c'est un travail titanesque avant de voir les diagnostics et d'aborder les solutions. Alors, vous êtes coprésidente du groupe numéro 1. Il y a 3 groupes. En résumé, c'est quoi le travail de chaque groupe? Alors la partie 1, c'est les bases physiques. Donc en fait, c'est essentiellement rédigé par des chercheurs en sciences du climat, physique, chimie, biologie, parce qu'il y a le cycle du carbone aussi. Bien sûr. La partie 2, ce sont les impacts, les risques et les leviers d'action pour l'adaptation. Donc ça mobilise des très larges champs de disciplines, par secteur d'activité, par région du monde. Et puis la partie 3, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activité, mais aussi au niveau des comportements, des styles de vie. Et donc ça mobilise aussi un ensemble de disciplines, de connaissances scientifiques. Pour faire simple, ça peut être des sciences de l'ingénieur, des sciences des écosystèmes, Oui. de l'agronomie. Ça peut être aussi, par exemple, les sciences économiques ou les sciences sociales, qui en fait contribuent à fournir cet état des lieux à un moment donné. C'est-à-dire qu'est-ce qui est solidement établi, qu'est-ce qui est émergent, plus incertain, où sont les limites de nos connaissances. Et chaque conclusion, elle est aussi associée à un niveau de confiance. Et à la fin, nos résumés qui sont approuvés, relus par les représentants de tous les pays, enfin les experts qui mobilisent pour cela, cela permet d'avoir un socle scientifique qui est commun, reconnu par tous les pays, et donc de séparer ce socle de connaissances sur lesquelles on peut choisir de s'appuyer ou choisir de les ignorer, du volet, par exemple, négociation politique sur le climat. D'accord. Alors c'est impressionnant parce que, vous l'avez abordé tout à l'heure, pour le groupe 1, il a fallu lire et regarder de près 14 000 publications scientifiques. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une première synthèse qui est soumise à la communauté scientifique, qui elle-même répond en faisant des observations. Il y avait plus de 23 000 commentaires. Après une deuxième version, 51 000 commentaires. Après une troisième version qui est envoyée aux représentants des États. Tout ça pour aboutir quand même à un rapport de 2400 pages. 2400 pages que nous n'avons pas imprimé parce que ce ne serait pas bien. Mais il est accessible gratuitement en ligne. Mais il est accessible en ligne, anglais. bien évidemment, gratuitement. Et en plus de ça, il y a un résumé technique de 110 pages, un résumé pour les décideurs de 30 pages. Voilà. C'est lui Oui. qui est important. Voilà.
C'est un travail titanesque. Il faut combien de temps pour faire le rapport du groupe 1, hein, j'entends, hein. C'est à peu près 3 ans pour préparer ce type d'état des connaissances. C'est un travail en fait qui est hyper stimulant parce qu'en fait c'est vraiment l'intelligence collective. C'est-à-dire ce sont des chercheuses et des chercheurs brillants de plein de pays du monde qui travaillent ensemble, qui ne se connaissent pas au départ en fait, hein, pour la plupart d'entre eux, qui examinent les éléments nouveaux. Et c'est vraiment une contribution aussi à la maturation de l'état des connaissances. Parce qu'en creux, donc, il y a des choses très solides, mais il y a aussi ce qu'on ne comprend pas encore parfaitement. Et donc, moi, je dis toujours, par exemple, aux étudiants qui s'intéressent aux questions du climat, allez regarder dans nos rapports les derniers paragraphes qui montrent là où on a besoin de progrès des connaissances, parce que c'est aussi très motivant pour définir des voies de recherche particulièrement prometteuses. D'accord. Alors on l'a compris, hein, la recherche, c'est vraiment un travail d'équipe. Eh bien, ça tombe bien, on va accueillir 2 de vos collaboratrices. C'est l'esprit d'équipe. Jingle. Nevoud. Pas rencontré. Alors, merci d'être avec nous. Nada Ko, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites dans le travail, dans le groupe quel est votre rôle avec Valérie Masson-Delmotte? Bonjour, donc Nada Ko, j'ai accompagné le groupe 1 du GIEC pendant 2 ans sur la partie diffusion des connaissances et communication. Et plus précisément, en fait, j'ai coordonné la rédaction de fiches synthétiques qui résument en 2 pages ce que dit le rapport pour l'Afrique, l'Asie, l'Europe ou pour les régions polaires, les océans, etc. Vous allez nous raconter ça dans le détail. Et Cécile Agosta, Bonjour. vous avez de la chance aussi, enfin moi ça me fait rêver. Vous allez sur le terrain, vous allez en Antarctique beaucoup. Alors, je suis allée en Antarctique pendant ma thèse, mais en fait, moi, je fais de la modélisation du climat, donc la plupart du temps, je suis derrière mon ordinateur. Ah bah alors, justement, Voilà. Expliquez-nous, et comme c'est la fête de la science, de façon simple, Oui. c'est quoi la modélisation du climat? Alors, la modélisation du climat, en fait, c'est interpréter ce qu'on sait de comment fonctionne le système climatique en termes d'équations mathématiques et ensuite traduire ça en termes informatiques pour pouvoir ensuite simuler le climat passé et futur de la Terre, en fait. D'accord, mais pour ça, vous partez de données objectives. Alors, pour ça, on part de l'observation du climat. Et on parle aussi d'équations de mécanique des fluides qui sont très bien connues et de l'observation du climat, par exemple, de la météo et du climat, par exemple les nuages, la neige, etc. Tout ça, il faut le représenter de façon informatique. Et donc, pour expliquer de façon simple, par exemple, la neige, on va savoir que la glace fond au-dessus de 0 degré. Mais il y a tout un tas d'autres équations qu'on va pouvoir mettre dedans pour pouvoir estimer comment la neige va évoluer dans le futur. Et c'est la même chose pour l'atmosphère et le climat. C'est vraiment mettre le climat en équation, quoi, Voilà, c'est ça. Comme vous avez dit. Pourquoi on s'intéresse? Pourquoi l'Antarctique nous intéresse tant aujourd'hui? J'ai l'impression que dans les années 2000, tout le monde s'en moquait un peu, comme si c'était un endroit qui ne bougeait pas, quoi. Alors aujourd'hui, il y a un gros focus sur l'Antarctique parce que avec les observations satellites qui sont présentes que depuis les années 90, on a observé que l'Antarctique perd de la masse, mais de façon massive. Et ça, personne ne s'y attendait avant d'avoir ces observations satellites. Et en fait, on s'est rendu compte que tout notre système de modélisation des calottes de glace, elle était valable pour des grands changements climatiques assez lents, mais pour des impulsions fortes, pour des courtes échelles de temps, on ne savait pas encore bien modéliser ça. Et en fait, tout ce domaine de modélisation de la glace et d'interaction entre la calotte de glace et le climat, c'était des choses qu'on ne savait pas du tout modéliser dans les années 90 à des courtes échelles de temps. Et si on n'avait pas les satellites, on serait resté, entre Eh guillemets, probablement aveugle, parce que l'Antarctique, c'est un immense continent et c'est impossible de le mesurer. C'est bien d'avoir des points à points pour comparer avec le satellite, mais on ne peut pas avoir une idée de ce qui se passe en Antarctique juste avec les observations ponctuelles qu'on a là-bas. Très bien. On va revenir à l'Antarctique. Nada, bon, vous le disiez tout à l'heure, vous avez fait des fiches de 2 pages. Comment c'est possible de résumer les choses en 2 pages? Précisez-nous un petit peu. On trouve quoi dans ces fiches? Donc en fait, c'était un travail mené avec 70 auteurs. J'ai été accompagnée par les coprésidents, donc Valérie et Panmao, et aussi les collègues de la cellule de soutien technique. Et donc en fait, c'était un travail participatif. En fait, on a travaillé, donc il y avait des auteurs experts de toutes ces régions. On a fait des réunions ensemble pour dire, bon, si on a 2 pages, qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les informations? Qu'est-ce qu'on met comme carte, comme figure?
Et donc, par exemple, là, on a un exemple Montrez-moi. de ces fiches. Oui. On s'est mis d'accord sur une trame et puis chaque équipe a travaillé. Il devait extraire 10 messages clés dans tout le rapport, dans les 2400 pages. S'il ne fallait retenir que 10 messages clés, voilà. Et puis on a choisi les figures qui illustraient le mieux ces messages clés. Et après, en fait, on a fait tout un processus de relecture. En fait, on a demandé à la fois aux auteurs des 3 groupes de travail de donner leur avis sur la pertinence, sur la rigueur, mais aussi à des points focaux du GIEC, donc qui sont des représentants de tous les gouvernements. On leur a demandé de donner leur avis. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça reproduit bien les messages clés qu'il y a dans le rapport? Donc voilà. D'accord, sacré exercice quand même de revenir à résumer pour passer les messages essentiels. Ça montre à quel point on a besoin d'outils d'information qui soient concis en fait et compliqués à faire. Donc joli travail. Dans le rapport pour les décideurs qui fait 30 pages, c'est ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une traçabilité possible, c'est-à-dire qu'il ne fait que 30 pages, mais on peut remonter à la source des 14 000 études, c'est ça? Oui, effectivement. Donc en fait, c'est une règle clé pour tous les produits du GIEC. Donc du résumé pour décideurs jusqu'au résumé technique, jusqu'au rapport. Chaque figure, on peut la retracer jusqu'à l'une des 14 000 publications, les données, les sites, toutes les citations. Et donc pour les petites fiches régionales, on a tenu à préserver cette traçabilité. Et voilà, donc on a aussi une traçabilité vers l'Atlas interactif, qui est l'outil de visualisation des données du rapport du GIEC. D'accord, donc au moins toutes les informations sont transparentes. Hein. Tout est transparent. Celui qui veut remonter à la source peut sans aucun problème remonter à la source, ça c'est important. Il y a aussi un atlas. Oui, alors c'est un outil innovant qui a été mis en place pour ce rapport du groupe 1. Donc il a suivi le même processus dont parlait Valérie, de relecture, de commentaires pendant tout le processus. Et dans cet atlas interactif, on retrouve les données qui font partie de cette évaluation du rapport du groupe 1, avec toutes sortes de fonctionnalités pour les afficher, pour voir les variables climatiques dans différents scénarios, dans différentes régions. Voilà. Dites-moi, vous avez participé à la formation de plus de 150 députés, c'est ça? Alors, je n'étais pas parmi les auteurs qui formaient parce que je ne suis pas auteur du GIEC, mais j'ai participé à l'organisation. Et donc, oui, c'était une belle initiative des auteurs des 3 groupes de travail, des auteurs français, pour former les élus. Donc c'était vers le 20 juin, juste après le second tour, dès les 3 premiers jours de leur rentrée. Les auteurs du GIEC, mais aussi de l'IBES, qui est l'équivalent pour la biodiversité, ils ont fait un résumé en 10 messages clés pour le rapport 1, 2, 3. Donc le constat physique, les projections physiques, les impacts, l'adaptation et l'atténuation. Et ils étaient disponibles pour échanger avec tous les élus qui le souhaitaient. Donc c'était apolitique, ils étaient à portée ils étaient sur le chemin vers le métro. Ouais. Et en terrain neutre. En terrain neutre. Et tous les élus qui le souhaitaient pouvaient venir échanger, poser des questions, avoir des informations. Et ils sont venus, ils étaient curieux. Alors, ça s'est fait progressivement. Le premier jour, c'était un peu timide. Et puis après, en fait, il y avait l'effet réseaux sociaux. Donc, ceux qui sont allés, ils ont informé les autres. Et puis, on était plutôt contents du chiffre au final. Voilà. Belle initiative en tout cas, parce qu'il faut faire de la recherche, il faut des bons chercheurs, il faut aussi des personnes qui sachent communiquer ces résultats. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, dans les rapports du GIEC, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place, c'est de travailler avec des spécialistes de communication, comme Nada, comme d'autres, sur la communication des figures, pour l'Atlas interactif, qui est l'idée aussi de s'appuyer sur la curiosité des gens qui ont envie de manipuler eux-mêmes des données, mais des données qui sont validées, qui sont sérieuses en fait, qui ont été passées en revue par les scientifiques qui ont rédigé ces rapports. Et c'est un point qui est important parce qu'en fait, si on produit des connaissances, si on évalue l'état des connaissances de cette manière-là, et puis que ça reste dans un placard, ça ne sert à rien. Et en fait, notre objectif, c'est que cet état des connaissances, qui est rigoureux, transparent, comme on l'a dit, en fait, on le rende le plus accessible possible à chacune et chacun.
Et c'est très bien. Alors, revenons sur les principaux messages, les messages clés du rapport du GIEC, tout confondu. Le premier, c'est que, c'est bon, l'influence humaine, c'est établi. Oui, tout à fait. C'est clairement établi sur le réchauffement de l'air. Notre meilleure estimation, c'est que l'intégralité des 1,1 degré de plus sur les derniers 10 ans par rapport à la fin du 19e siècle, c'est la conséquence des activités humaines. Et ce n'est pas seulement sur cet indicateur-là. Non. C'est aussi l'augmentation de la quantité de chaleur dans l'océan, la montée du niveau de la mer. La concentration des gaz à effet de serre. Alors ça, oui, ça a été établi depuis longtemps déjà. Ça, on le sait. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est un fait établi. Et puis, ce qui est nouveau, c'est que cette influence humaine sur le climat, on est aussi capable maintenant d'évaluer en quoi elle va rendre un événement comme une vague de chaleur, une sécheresse, des pluies extrêmes, plus probable et plus intense. Et donc, ce diagnostic-là, il permet aussi en fait de mieux comprendre dans ce qu'on vit, dans ce qui nous affecte, ce qui provoque des dommages, en quoi en fait le changement climatique dû à l'influence humaine nous concerne directement. D'accord. Cécile, vous allez sur le terrain. En Antarctique, par exemple, on va voir des belles carottes de glace pour essayer de bien comprendre. Voilà, donc que vous extrayez. Elles vous servent à quoi? Expliquez-nous ces carottes pour comprendre le climat. Alors, les carottes de glace, elles permettent de comprendre les changements climatiques passés sur des grandes échelles de temps, donc de type glaciaire, interglaciaire. Donc ça, c'est de l'échelle de plutôt de 10 000 ans. Il faut se rendre compte que ce n'est pas du tout les mêmes échelles qu'on atteint aujourd'hui. Et ensuite, il y a une partie sur laquelle je travaille plus spécifiquement moi, c'est pour comprendre le climat juste des dernières centaines d'années en Antarctique, à partir des carottes de glace, parce qu'on n'a pas d'observation en fait pour cette période-là. Voilà, il y a deux intérêts. D'accord. Alors, quand on rentre dans le cœur, parce qu'après, vous les ramenez au labo, les carottes de glace, et là, on voit les cristaux, ils vous apprennent quoi? Donc, en fait... Là, on les voit. D'abord, c'est très joli. Oui, c'est très beau. Ah, on les voit, oui. Oh là, ouais. Les fabriques. Qu'est-ce que ça vous raconte? Alors là, en particulier, c'est des fabriques, c'est-à-dire que c'est la polarisation de la glace. Ouais. Donc, ce n'est pas spécifiquement ce sur quoi je travaille, mais ça va montrer comment la glace a été contrainte dans la profondeur. Et ça permet en particulier de aussi dater, de savoir à quel moment on se trouve dans le passé. Voilà, mais il y a d'autres choses qu'on regarde dans les carottes de glace et sur lesquelles on travaille plus spécifiquement dans notre équipe, donc l'équipe qui est aussi de Valérie. Ce sont les isotopes de l'eau, c'est-à-dire la proportion d'eau qui est plus lourde par rapport à celle qui est plus légère. Et cette proportion, en fait, elle dépend beaucoup de, notamment, la température de l'atmosphère. Donc c'est avec ce genre de mesures dans les carottes de glace qu'on peut reconstruire les températures passées. Et donc relier ensuite les températures avec les changements de CO2. Donc c'est très important. C'est pour ça que je voulais que vous nous racontiez cet exemple. C'est un des nombreux moyens pour pouvoir réussir à explorer et comprendre le climat et son évolution. Oui. L'autre constat important, Valérie Masson-Delmotte, c'est que, donc on l'a vu, l'influence humaine, aucun problème, mais c'est que le changement climatique s'intensifie et se globalise. Ça veut dire quoi? En fait, il affecte chaque région du monde de multiples manières. C'est-à-dire, ça va être des tendances. Par exemple, en France, un réchauffement qui atteint 1,7 degré, plus que la moyenne planétaire, ou un recul graduel des glaciers, un dégel des sols gelés. Et puis, c'est aussi donc des événements extrêmes, plus fréquents, plus intenses, notamment les extrêmes chauds sur Terre, les vagues de chaleur comme en mer, les canicules marines. C'est aussi... donc, un des résultats de ce climat qui se réchauffe, c'est une accumulation de chaleur dans l'océan, un recul des glaces sur les continents, Groenland, Antarctique et glaciers. Donc, le niveau de la mer monte, il accélère. Donc, c'est un enjeu majeur parce que les glaciers ils vont mettre des dizaines d'années à s'ajuster, l'océan des siècles. Donc, on a déjà acté une montée du niveau de la mer à long terme. Mais par contre, son rythme, son ampleur, ça va dépendre de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et toutes les caractéristiques dans chaque région qui changent directement en lien avec le niveau de réchauffement planétaire, par exemple l'augmentation de la proportion des ouragans les plus intenses, ces aspects-là, en fait, ils vont dépendre du niveau de réchauffement à venir. Et la bonne nouvelle, c'est que ça dépend des émissions de gaz à effet de serre à venir. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, on devrait pouvoir les contrôler. On disait qu'en fait, c'est dû à l'influence humaine. Donc l'évolution à venir du climat va dépendre de ce qu'on va choisir de faire. Et nos collègues qui ont passé en revue les leviers d'action, ils montrent qu'il est possible, avec des solutions qui existent,
Donc de l'innovation technologique, des solutions fondées sur les écosystèmes et la nature, et une évolution de nos styles de vie pour qu'ils soient plus sobres en carbone. On peut diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre cette décennie. Ça, c'est écrit dans le nouveau. rapport. Hein. Voilà. Ça, c'est écrit. Et ça, on peut diviser par 2 les émissions si on le souhaite vraiment et si on prend Si on prend ces solutions à bras-le-corps et qu'on les met en œuvre de manière efficace, on a aussi des solutions faisables et efficaces qui permettent de s'adapter à un climat qui change, avec des enjeux considérables de mobiliser ces connaissances pour savoir dans chaque région à quoi on va devoir faire face et s'y préparer à l'avance. Cet aspect-là, il est important, c'est-à-dire mieux être capable de modéliser l'évolution du climat, mieux anticiper les multiples facettes dans chaque région, ça fait partie des solutions, parce que c'est une information qui va guider les stratégies d'adaptation aussi. C'est bien. On commence à aborder justement les solutions. Il faut qu'on garde un petit peu de temps pour pouvoir en parler. On va écouter, là aussi, on est allé sonder un petit peu nos concitoyens pour savoir s'ils avaient envie de faire des choses à titre individuel ou pas, peut-être. Écoutez un peu ce qu'ils nous racontent. Des conseils, je pense pas que je sois super bien placée pour donner des conseils. Après, j'essaye de faire ce que je peux à mon échelle, comme me déplacer à vélo ou éviter de prendre les avions pour les longs trajets. Enfin, en règle générale, éviter de prendre l'avion. Le transport, oui, je me déplace à pied, en transport en commun, la plupart du temps. Décarboner les déplacements, mobilité active, marché, et puis la mobilité électrique. Après, il y a toujours le problème du coût. Pas tout le monde peut changer sa voiture pour une hybride, une électrique et tout. À la maison, on recycle tout. On composte aussi. On composte, on a des poules. Tout ce qui reste, c'est pour les poules. Si on consomme moins de viande, eh bien l'agriculture changera également. Bon, j'ai supprimé le plastique quasiment complètement. Éviter de consommer trop aussi de vêtements, de choses comme ça. Essayer de réutiliser. Oui, la consommation à outrance, c'est ridicule. Si on pouvait accepter la décroissance, ce serait super. Puis je fais attention au niveau, ne serait-ce que pour moi, au niveau de la facture d'électricité, de chauffage, de tout. Voilà, on est obligé de faire attention. On ne peut pas rester insensible, c'est pas possible, surtout quand on a des enfants. Je pense que c'est plus les industriels qui sont responsables d'une majorité de la pollution. Il y a du boulot, mais il va falloir essayer de faire un peu plus vite que ce qu'on fait. Ça, je suis sûr, oui. Alors, il y a quand même de la bonne volonté aussi. En fait, c'est frappant, il y a une prise de conscience qui change dans la société, partout. Moi, je pense par exemple aux agriculteurs que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai pu échanger, qui sont en première ligne, parce que la production agricole partout dans le monde, elle est directement affectée par l'état du climat. Oui. Et donc, on a cette prise de conscience qui change partout, mais souvent les gens sont à la recherche d'éléments factuels aussi, pour savoir finalement quels sont les leviers d'action les plus efficaces. Et puis, on a entendu, ils sont aussi à la recherche d'une vision, d'un cadre dans lequel ils s'inscrivent, avec une attente que voilà, il y a un juste partage de l'effort. Et ça fait partie des études en sciences sociales d'ailleurs qui montrent que même s'il y a des solutions qui existent, qui sont faisables maintenant, en fait, il y a cette question de se mettre tous en mouvement qui est essentielle. Comment on se met en ordre de marche, voilà. En fait. Et c'est vrai que ça relève aussi des sciences sociales. C'est important. Alors, le groupe numéro 3 du GIEC, lui, explore des solutions, mais il y en a. Alors, il nous reste quelques minutes. Comment on pourrait, je sais que la question est délicate, mais comment on pourrait, je vous donne la parole à toutes les trois, les hiérarchiser un petit peu? Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez. Moi, en général, quand on me pose la question, je dis que peut-être manger moins de viande, c'est un bon début. Et au niveau de la mobilité, c'est les 2 gros postes qui sont les principaux sur lesquels on peut agir directement. Et ensuite, peut-être que Valérie ou Nada, vous êtes plus au courant de... En fait, la question qu'on me pose généralement, c'est quelle est la part de l'individuel par rapport au collectif. Voilà. Ah oui, mais c'est pour ça que la question, elle est compliquée, ce que je vous pose comme question. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre par rapport au public là? Il faudrait à la fois de l'individuel et du collectif partout, dans toutes les régions. Alors, il y a beaucoup d'actions qui peuvent passer de manière assez simple parce qu'elles sont peu coûteuses, parce qu'elles peuvent améliorer la vie des gens. Par exemple, isoler les bâtiments. Ça a plusieurs co-bénéfices. Voilà, donc...
je donne la parole à Eh, Valérie pour compléter. je vois que c'est pas facile, Valérie. Alors, qu'est-ce que vous Alors, dites vous au niveau des politiques publiques, Oui. moi je fais partie du Haut Conseil pour le climat qui passe Oui. en revue l'action de la France, qui montre l'enjeu à doubler le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre et qui montre les postes les plus importants, notamment en France, puisque l'électricité est déjà décarbonée, les transports à peu près 30%, et puis Ok. ensuite à peu près à part égale, l'industrie, les bâtiments, notamment le chauffage, et puis l'agriculture. Après, à l'échelle personnelle, on peut faire un bilan carbone. L'ADEME a un site très bien fait qui s'appelle Nos gestes climat. Je sais que j'ai lu Voilà. un bon papier dans Le Monde qui fait Voilà. d'ailleurs un magnifique portrait de vous il y a quelques jours, quelques semaines. Vous faites votre bilan carbone en Oui, mais famille moi, tout à fait. tous les ans. Depuis une vingtaine d'années, et on en discute, on n'est pas toujours d'accord, pour voir en fait sur quoi on peut agir. Parfois, on n'a pas les ressources pour le faire, on économise, on investit un peu pour isoler une maison, par exemple. Ça prend du temps à pouvoir le faire. Mais ça, c'est l'échelle individuelle. Eh Et oui. l'autre échelle, c'est l'échelle collective. On l'a vu, notre laboratoire, nous, il fait des campagnes en mer. Il fait du calcul intensif. Oui. Il participe à l'observation de la Terre depuis l'espace. Oui. Il fait des campagnes polaires. Tout ça, en fait, et puis nos dépenses courantes pour un laboratoire avec des systèmes d'analyse. Et les colloques internationaux des scientifiques, ça contribue à rejeter des gaz à effet de serre. Donc on a aussi en fait des outils maintenant pour faire le bilan gaz à effet Vous, de dans serre votre métier, des laboratoires, Oui. pour mesurer, pour délibérer sur comment on peut faire mieux, comment on peut faire mieux ensemble, comment les actions structurantes, par exemple les investissements du ministère de la Recherche pourraient nous aider à aller plus vite. Et il y a un collectif qui est formidable qui s'appelle Labo 1.5. Ce sont des milliers de scientifiques, d'acteurs de la recherche en France qui, ensemble, se mettent en mouvement, donc se voient comme des acteurs de transformation des pratiques pour faire notre part dans nos métiers, pas simplement à l'échelle individuelle. Et de manière juste, c'est-à-dire en réfléchissant aux jeunes scientifiques par rapport aux plus âgés. Les besoins ne sont pas les mêmes, donc Ah, comment par faire en exemple sorte les jeunes scientifiques ont besoin de construire leur réseau de collaboration internationale. Oui. Ils ont besoin de voyager, de voir d'autres méthodes, de travailler avec d'autres scientifiques. À mon âge, c'est plus nécessaire, on peut faire des visios. Voilà. Dites pas ça. Attendez, si on vous propose demain d'aller, parce que je sais que vous allez vous occuper aussi, je crois, dans quelque temps, vous aimeriez vous occuper d'un programme aussi sur l'Antarctique. Ah oui, si on mais- vous propose d'aller là-bas, vous Non, dites moi je non. pense que j'irai pas. C'est-à-dire les personnes qui iront, ce sont les scientifiques, notamment les jeunes scientifiques, les ingénieurs qui développent les manips, qui sont les plus à même de les opérer dans les meilleures conditions sur le terrain. D'accord. Donc c'est aussi parfois renoncer. Le but c'est pas de faire du tourisme. Le but c'est que Bien sur sûr. 1 euro investi, ce soit le plus performant pour produire des connaissances et puis que ça émette le moins de gaz à effet de serre possible aussi. D'accord. Pareil, souvent, voilà, on me demande si je vais en Antarctique. En fait, j'en ai pas besoin dans mon métier de modélisatrice. J'ai besoin des observations qui sont faites par des gens compétents qui développent les observations. Donc, a priori, ce sera les gens qui développent ces méthodes de mesure qui iront sur le terrain. Voilà. D'accord. Il y a un triptyque qui est éviter, changer, améliorer. Si pour conclure l'émission, est-ce qu'on peut prendre des exemples? Ça nous concerne tous dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Alors, on pourrait éviter quoi? Un déplacement longue distance en avion. Sauf si vous êtes grand reporter. Oui, voilà, c'est Comment la vous faites balance. C'est Bah, la voulez vous balance. avez un tous reporter l'information. en Amérique que vous sollicitez pour le reportage et vous intervenez à distance. Bonne idée, vous devriez être rédactrice en chef. Non, mais bonne idée. Non, mais il y a des incompressibles. C'est vrai que nous, on travaille sur l'Antarctique et le bilan carbone de nos missions antarctiques, il est assez gigantesque. C'est vrai. Et donc, du coup, c'est le balance entre est-ce qu'on fait continue à faire notre métier ou pas à un moment. Par contre, il y a des choses Ah ouais. sur lesquelles on peut agir directement. C'est moi, par exemple, j'ai arrêté de manger de la viande. Au départ, je pensais que ce serait impossible pour moi. Et je pensais que les gens qui C'est faisaient vrai. ça étaient des militants. Oui, et en fait, je me suis rendu compte que ça fait plein de co-bénéfices de faire ça. Bah Donc, oui, notamment sur la santé, c'est oui. pas mal. Cela étant dit aussi, c'est toute la complexité, c'est qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur non plus les Exactement. éleveurs. Donc il faudrait réussir à changer le système pour qu'eux vivent aussi bien de l'élevage, mais peut-être qu'on importe moins de viande d'autres pays. C'est pas simple quand même. Non, mais il y a vraiment une marge de progression dans ce niveau-là qui est énorme et d'avoir de l'élevage local Donc, et
Éviter, changer, on change quoi? Alors éviter, c'est remplacer. Donc par exemple, on peut remplacer des déplacements. 60% des déplacements font moins de 5 km en France. Oui. Les remplacer par des déplacements en mobilité active, notamment à vélo. Oui. Donc là, ça fait partie des approches où on peut remplacer remplacer des protéines animales par des protéines végétales. C'est la même chose. Oui. C'est le côté remplacer, avec des enjeux d'ailleurs de santé, de bien-être qui sont importants, notamment pour une activité physique régulière. Et ça contribue d'ailleurs à améliorer la qualité de l'air. Oui, absolument. Améliorer? Qu'est-ce qu'on améliore? Ce qu'on a fait éviter, changer, améliorer? Par exemple, un système de chauffage très performant, type pompe à chaleur, sur un logement rénové, ça permet en fait de réduire fortement la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans un logement. Après, par exemple, pour les petits trajets, si on prend le vélo plutôt que la voiture, on améliore sa santé, donc ça fait du bien aussi. On est en meilleure forme et on s'adapte mieux, par exemple, avec le sport. Pendant les vagues de chaleur, il y a une petite marge pour mieux supporter la chaleur. Donc il y a plein d'actions possibles. Ce qu'il faut, c'est réussir, on le disait tout à l'heure, à travailler collectivement et à respecter aussi chacun dans sa situation. C'est pas la même chose d'habiter loin à la campagne pour se rendre au travail et d'être voilà. Il y a plein de leviers d'action et l'enjeu, c'est pas les gestes individuels, c'est construire des stratégies qui permettent à chacun, selon les contextes, d'adopter un style de vie plus sobre en carbone en accompagnant ceux qui sont les plus fragiles. Et cet enjeu-là de transition juste, il est fondamental en fait. Rendre accessible des véhicules plus performants, rendre accessible et plus simple le fait de faire des rénovations de logements, ça fait aussi partie des stratégies qui demandent, ou des infrastructures cyclables, ça demande en fait des stratégies d'ensemble et pas simplement les petits gestes individuels. D'accord. Pour conclure, Valérie, vous dites quoi? Si on s'y met, on peut y arriver. On peut y arriver. Oui, et c'est aussi un formidable défi à relever. Nous, comme scientifiques, on aime relever des défis. En fait, on n'accepte pas de ne pas savoir. C'est ça, la science. Et le fait de transformer finalement nos pratiques, de s'appuyer sur l'ensemble des facteurs d'innovation, moi, je pense que c'est aussi un formidable défi pour finalement construire une autre manière de vivre, où on a fait la paix avec la nature et on aura réussi, je l'espère, dans quelques dizaines d'années, à stabiliser le réchauffement. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues pour résumer, synthétiser l'énorme travail scientifique que vous faites et puis pour nous donner le moral aussi, pour se dire que c'est bon, on peut faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve dans très peu de temps pour une prochaine émission de Science en direct.